bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors dans cet ouvrage, vous relatez l'histoire méconnue de 12 chansons, 12 succès planétaires qui racontent donc les bouleversements politiques et sociaux majeurs des 60 dernières années. Alors la question première qu'on se pose, c'est pourquoi 12 chansons, il y en a tellement? André rigole. Oui, pourquoi mais c'est vrai. Pourquoi 12? Parce qu'il ne pouvait pas faire 400 000 pages. C'est ça. Au début, j'en avais 50 et puis je me dis que 12, c'était un peu un chiffre magique. C'était... Je suis Les 12 apôtres? Oui, il y a de ça. Et puis surtout, 12, moi, je suis très attaché au vinyle. Et le vinyle, c'est quoi? C'est 40-45 minutes d'écoute. Et c'est en général 12, 13 chansons. Et 12, finalement, ça fait comme si on écoutait un vinyle ou une sorte de playlist de l'histoire qui déroulerait de 1967 à nos jours. Une sorte de panorama en chansons de tous les bouleversements politiques, sociaux, culturels. Et oui. Alors vous consacrez le premier chapitre de votre livre à Imagine, donc qui a été et qui est le plus grand succès de la carrière solo de Lennon. Il l'a sorti en octobre 71. Ça faisait 1 an et demi que les Beatles s'étaient séparés, c'est ça? Oui. Ouais. Les Beatles se sont séparés en avril 70. Et depuis, Lennon est un peu perdu. Il se cherche. Il fait cette sorte de thérapie du cri primal où il faut se rentrer dans une salle et puis hurler son désespoir. Avec Yoko Ono. Voilà, sûr, avec Yoko Ono, de manière à sortir toutes ses angoisses et à renaître. Il sort des disques qui sont très estimés par la critique, mais assez peu suivis par le public. Et puis, il voit ses anciens camarades progresser. Paul, qui a un numéro 1 avec Uncle Albert, George avec My Sweet Lord, Ringo aussi, cartonne aussi avec It Don't Come Easy. Et puis, il se dit, moi, j'ai besoin d'un tube, mais comment faire pour avoir un tube? Et donc, il va s'enfermer. Il cherchait vraiment le succès, enfin, quelque chose qui le passerait. Lennon, c'était quelqu'un qui était extrêmement partagé entre une facette, disons, très avant-gardiste, un peu provocatrice, l'air de pas vouloir vraiment se mettre complètement dans le bain, et en même temps, c'était un écorché vif, il avait besoin qu'on l'aime, et il avait besoin, surtout, de se rattacher à un énorme succès commercial. Et quand il a composé cette chanson, qu'il avait un peu en tête depuis plusieurs années, puisque les connaisseurs savent que en 69, début 69, pendant les sessions de Let It Be, Get Back qui deviendra Let It Be, il y avait déjà quelques accords de piano qui ressemblaient un petit peu à ça. Et puis, il va travailler cette chanson en s'inspirant vaguement d'un poème, une sorte d'haïku de Yoko Ono, et puis il va appeler, donc dans cette chanson, de ses vœux, une sorte de fraternité d'hommes, une sorte de rêve utopique, d'un monde sans concession, sans possession, pardon, où tout le monde se tiendrait la main et où tout irait bien. Et il va l'inscrire, ça va devenir la chanson-titre de son album qui va sortir fin 71. Et il va réussir son coup puisque ça va être un succès planétaire. Et oui, mais on peut dire que cette chanson est quand même paradoxale parce qu'elle ne correspond absolument pas à l'image de Lennon quand elle sort. Vous avez tout à fait raison, exactement. C'est tout le paradoxe de cette chanson qui, finalement, marque un peu les derniers feux des utopies des années 60. Alors qu'on est déjà en 71. Et même Lennon... L'air hippie, Voilà, Lennon n'est plus du tout le barde avec sa barbe qui appelait justement à résoudre les problèmes de manière pacifique. Lennon, il est plutôt engagé un peu sur tous les fronts. D'ailleurs, il a un album qui va sortir en 72 qui s'appelle Sometime in New York City, où il embrasse à peu près toutes les causes, le féminisme. Oui, il est très révolutionnaire à l'époque. Il est très révolutionnaire. Ouais. Il devient même une sorte de caricature du révolutionnaire avec le béret guévariste, le poing levé, etc. Et d'ailleurs, quand la chanson Imagine sort, lui, il est un peu embarrassé parce que, certes, c'est un grand succès public, mais la frange la plus radicale des gauchistes et des liberals américains trouve que, il se mouille pas trop. Un peu pacifiste, tout ça. C'est un peu de la poésie de carte postale, on va dire, et qu'il mériterait d'être un peu plus engagé. Ce qui est extraordinaire, dernier, c'est qu'encore aujourd'hui, quand il y a des marches, quand il y a des célébrations, même après des attentats, on chante Imagine. C'est la chanson qui continue en France et ailleurs d'être chantée partout, quoi. Et oui, c'est ça. En fait, effectivement, vous le racontez bien dans votre livre, c'est-à-dire qu'on a gardé effectivement de Lennon son côté effectivement pacifiste, utopiste, alors que effectivement, on peut dire qu'il n'a pas été un saint dans sa vie. Non, il n'a pas été un saint, mais parce que heureusement, quel homme est un saint, quel artiste est un saint aussi. Exactement. Heureusement. Voilà, et heureusement. Sauf qu'on est aussi dans une période où on voudrait que nos icônes soient
complètement pure. Et je pense que c'est... Alors, Lennon en avait un peu honte. Donc, pour lui, il s'est un peu démarqué de cette chanson qui, au début, n'était pas totalement un hymne. C'était un succès, mais c'était pas un hymne. Et puis, lui, il disait, oui, mais vous savez, c'est le manifeste du Parti communiste mis en chanson et enrobé de sucre, si vous voulez. Sauf que, pardon, sur Imagine, il dit No Religion 2. No Religion 2, tout à fait. Supprimer les religions, il faut en finir avec les religions, il ne faut pas oublier parce que... Il a eu quelques problèmes quand il a dit que les Beatles étaient plus populaires que le Christ. Que le Christ, donc oui, c'est peut-être une sorte de retour de bâton. Il a été maladroit quand il a sorti ça, non, quand même. C'est provocateur. Oui, mais bon, quand même. Est-ce qu'il n'avait pas eu raison en même temps? Est-ce que au milieu des années 60, la jeune génération préférait pas écouter les Beatles plutôt que d'aller à la messe? Il n'a fait que affirmer un constat. Et d'ailleurs, quand cette petite phrase est sortie en Angleterre, quand c'est Maureen Cleave qui avait recueilli ça, en 66, en Angleterre, on a l'habitude des artistes un peu provoques. Par contre, c'est quand la phrase a été publiée aux États-Unis, alors là, tollé dans l'Amérique puritaine. Ça fait un tollé, Exactement. Mais ce que vous dites est vrai. Mais pourquoi Lennon, on l'associe aujourd'hui à Imagine? C'est parce qu'il a été assassiné en décembre 80. Et à partir du moment où il a été assassiné, c'est-à-dire que toutes les facettes de son œuvre ont disparu derrière cette image de Saint Lennon, du chantre de la paix, finalement du martyr. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a tendance à retenir Imagine, qui est devenue une sorte de chanson de tube emblématique, mais on pourrait dire de marque déposée de Lennon, alors que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et qui cache aussi toutes les facettes de Lennon. Et il faut appeler nos auditeurs, et je suis sûr que vous serez d'accord, Frédéric Gagné, à se rappeler son livre, là, comment il s'appelle, In His Own Words. His Own Words, bien sûr. Qui est formidable. En flagrant délire, en français, on a appelé ça. En flagrant délire, voilà. C'était d'ailleurs l'émission de radio, mais ça n'a rien à voir. Mais il avait un humour ravageur. Corrosif, et puis c'était quelqu'un... qui n'était pas un saint, c'était quelqu'un qui a, dans It's Getting Better, qui raconte... Il avait un petit côté voyou, non? Qui tapait sa femme. Il avait un côté voyou, il a eu quelques problèmes, notamment lors de son fameux Lost Weekend, où il a fait un peu n'importe quoi avec ses copains à Los Angeles en 74. Mais c'était un écorché. Et puis, honnêtement, c'était aussi quelqu'un que la politique intéressait assez peu. D'ailleurs, c'est ce que des gens comme Tariq Ali lui reprochaient beaucoup en Angleterre, en disant, mais pourquoi t'es pas là à manifester avec nous en 68? En 68, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de chercher la réponse à la grande question, qui suis-je, où vais-je, etc., dans un ashram à Rishikesh en Inde. Il était très mystique, sa quête spirituelle a été insatiable tout au long de sa vie, on peut dire. Il a eu une quête, alors il était mystique, mais il était à peu près tout. Il a cherché à peu près dans la psychothérapie, dans le cri primal. Il s'est toujours cherché un gourou. Alors ce gourou, ça pouvait être Brian Epstein, qui était le manager des Beatles au début. Ça pouvait être... le Maharishi après. Le Maharishi, le docteur Janoff, le créateur de cette théorie du cri primal. Et ça a été évidemment Yoko Ono, qui a été sa femme, mais aussi son gourou. Et qui aujourd'hui est devenue une sorte de grande prêtresse du culte lénonien, on va dire. Ça, c'est vrai. C'est normal, je veux dire. C'est le fond. J'allais dire le fond de commerce, mais ce serait pas très gentil. Mais peut-être qu'on devrait passer à la reine d'Angleterre. On va écouter effectivement un autre tube, effectivement planétaire, cet hymne punk des années 70. Et oui, les Sex Pistols sur Sud Radio. Alors cette chanson est sortie en 1977, c'est un pied de nez à la royauté. Quelle est la genèse de ce titre, Frédéric Granier? 77, c'est une année mythique, c'est parce que c'est la naissance du punk. En 77, là on sort des grandes célébrations à la fois du jubilé de la reine et puis de la mort de la reine qui ont créé une émotion terrible. On a aujourd'hui un attachement assez important à la royauté. En 77, c'est pas tout à fait ça. 77, c'est les 25 ans du couronnement de la reine. L'Angleterre va mal. C'est James Callaghan qui a succédé à Harold Wilson, donc un travailliste un peu terne, qui d'ailleurs à la fin de sa vie dira, je le cite, qu'il a été le pire Premier ministre de toute l'histoire de l'Angleterre. Voilà, c'est rare cette lucidité. Et l'Angleterre va mal. C'est Thatcher qui a pris la suite après, en 79. 79, tout à fait. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Et il a été obligé de quémander
des sous auprès du FMI pour sauver la livre sterling. Donc il y a cette image, on ne sait pas trop si on doit célébrer les 25 ans parce que il n'y a plus d'argent. Derrière tout ça, va se créer un mouvement contestataire, mais pas seulement, une sorte de mouvement nihiliste, avec la naissance d'une génération qui est là contre cette génération glorieuse du Blitz qui avait subi la Seconde Guerre Churchill, mondiale. etc., Voilà. bien sûr. Cette génération de Churchill. Mais eux, juste les punks, etc., ils étaient anarchistes, en fait, on peut dire. Enfin, anarchistes. Anticonformistes. Je ne veux pas idéologiquement, mais c'était quoi? Parce que, pourquoi je vous parle de ça? Vous savez, le Grill Marcus Lipstick Traces, hein, qui lie le mouvement punk de Johnny Rotten, Sex Pistols, avec des situationnistes. Oui, je dirais que c'est plus situationniste. C'est plutôt utiliser l'art comme une sorte de pied de nez et comme une forme de manière de déconstruire le capitalisme. Malcolm McLaren dira plus tard, qui était le manager des Sex Pistols, qu'il avait été très inspiré par les situationnistes. Je trouve qu'il ne faut pas trop mettre non plus d'idéologie dans ce qui est avant tout un grand coup de pied dans la fourmilière. Et les Sex Pistols, donc qui est ce groupe qui a été un peu créé de toutes pièces par ce manager. Malcolm McLaren. Qui était le compagnon de Vivienne Westwood, qui avait une boutique sexe à Londres. Et Kings Road. Voilà, sur Kings Road. Et qui a décidé justement de perturber le jubilé de la reine, qui finalement a été organisé. Avec ce titre. En créant ce groupe et avec ce titre, God Save the Queen. Qui a fait scandale à sa sortie. Dans la presse, on a parlé de haute trahison, de pendaison, c'est incroyable. C'est-à-dire que oui, parce que c'était vraiment, on s'attaquait à une icône. D'ailleurs, on voit dans la pochette du disque et puis les affiches, on voyait les yeux, la bouche étaient complètement arrachés. C'était un vrai crime de lèse-majesté. Et dans cette chanson, ils disent effectivement le régime anglais, c'est un régime fasciste, ils y vont. Et on va demander à Frédéric Granier de traduire en français Never mind the bollocks, hear the Sex Pistols. Comment on traduit Never mind the bollocks? On s'en bat les couilles. On s'en bat les roubignoles. Voici les Sex Pistols. Exactement. Titre de leur album mythique, produit par Thomas, qui était l'ancien producteur des Beatles. Comme quoi, ils n'étaient pas si éloignés de l'ancien monde, les Sex Pistols, quoi qu'ils en disent. Oui, donc on disait effectivement, donc la BBC a même censuré ce titre. La BBC l'a censuré. Il est possible que John Peel, DJ mythique de la BBC, l'ait mis 2 fois à l'antenne. Il faudrait vérifier. Mais ce qui est fou avec ce titre, c'est que ça a été, malgré l'absence de promo, malgré l'interdiction d'antenne sur la BBC, qui était vraiment incontournable à l'époque, ça a quand même réussi à être numéro 2. Ça a été sûrement numéro 1, mais il y a eu une magouille dans les charts, parce qu'il y a une chanson de Rod Stewart qui était numéro 1 à cette époque, complètement inoffensive la chanson, et il y a eu sans doute mais ça a été un très gros succès. Ça a été un très gros succès, et puis surtout, je pense que au-delà de l'aspect naissance du punk, c'est vraiment un pied, pas seulement à la reine, mais la naissance d'une génération. Comme je vous disais, quand on dit God Save the Queen, un régime fasciste, c'est vraiment un doigt d'honneur à l'encontre de cette génération du Blitz qui s'est battue contre Hitler. C'est vrai. Plus finalement que s'attaquer à la reine. Et il disait d'ailleurs la reine, on s'en fiche un peu. Après, il disait la reine, Johnny Rotten, le chanteur, que c'était une sorte de carton qu'on déplaçait. C'est ça. Voilà. C'est un peu comme inaugurer les chrysanthèmes pour nos présidents de la République de la 4e. Et ça me rappelle un autre qui était un peu punk. On revient juste un moment à John Lennon. Vous savez ce qu'il a dit au Royal Albert Hall? Il a dit: les gens d'en haut applaudissez, les autres remuez vos breloques. Formidable. Mais revenons sur le fait qu'ils étaient vraiment haïs à l'époque. Ils étaient tellement haïs qu'ils étaient obligés, vous le racontez, de se produire incognito sous pseudonyme. Et le Daily Mirror à l'époque, un député travailliste avait lancé un appel pour punir les punks. Et cet ordre a été suivi à la lettre par certaines personnes parce qu'ils ont été violemment agressés. Vous le racontez. Ils ont été agressés par des skins ou des militants d'extrême droite. Ça a été très dur. On disait, c'était le Daily Mirror qui appelait ça
le bruit et la fureur. Hein, tu sais, quand ils avaient fait cette manchette. Et les Sex Pistols, quand ils se sont reformés en 1996, en pied de nez au Daily Mirror, ils avaient appelé leur tournée The Filth and the Fury. Ah oui, mais ils n'ont pas survécu longtemps quand même après cet été de la haine. Non, mais finalement, c'est ce qui fait toute la poésie des Sex Pistols, finalement, tout, parce que c'était pas une aventure, c'était une étoile filante qui devait exploser, quoi, à un moment où, et le fait qu'ils aient quelques chansons, un album mythique, franchement indépassable, hein, c'était un totem du punk, à ajouter à leur légende, évidemment. Mais Frédéric Granier, est-ce que pas quelqu'un qui a ajouté beaucoup à la légende, on en parle beaucoup moins, c'est Sid Vicious. Sid Vicious, parce que moi, j'ai gardé, vous voyez, dans le film de Malcolm McLaren, quand il chantait My Way, tout à sa manière, c'est fabuleux, quoi. Sid Vicious s'entend My Way, alors qu'après Sinatra et compagnie, c'était pas lui le vrai punk des Sex Pistols. C'est mort d'overdose. C'était le punk par essence parce que c'était vraiment le moins professionnel de tous. C'est-à-dire que le premier bassiste des Sex Pistols a été viré sous prétexte qu'il aimait McCartney et les Beatles. Ça, c'est la légende. Et on l'a remplacé par Sid Vicious, qui faisait partie du cercle des suiveurs des Sex Pistols, que j'allais les voir tout le temps, et qui était un type un peu perdu, complètement cramé à l'héroïne, et incapable de tenir une basse aussi. Et il représente un peu cet ange noir, voilà, du mouvement punk, parce que contrairement à Johnny Rotten, Johnny Lydon, qui aura une brillante carrière, notamment au sein de Public Image Limited après, Sid Vicious va mourir d'overdose avec sa compagne Nancy Spungen. C'est passionnant. En tout cas, dans votre livre, vous racontez que Gainsbourg, Serge, donc, c'est sans doute inspiré de l'exemple des Sex Pistols, donc, qui avait perturbé, donc, on l'a dit, le jubilé de la reine un an avant la sortie de sa Marseillaise version reggae. Alors, quelle est l'histoire de cette chanson? Vous allez tout nous raconter dans un instant sur Sud Radio, parce que cette chanson a vraiment fait scandale à l'époque. On vous dit tout dans un instant. Restez avec nous. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est élevé. Etc. Frédéric Granier, alors dans quel contexte Gainsbourg a enregistré cette version de la Marseillaise? Racontez-nous. C'était le 13 mars 1979. Gainsbourg, il sort d'une décennie compliquée pour lui, parce qu'il a eu beaucoup de succès avec les chansons qu'il a fait interpréter par d'autres, notamment Jane Birkin. Mais sa carrière en solo, on va dire, c'est pas... Il a fait des chefs-d'œuvre, des albums concept, Melody Nelson, L'homme à la tête de chou, mais ça n'a pas bien marché. Et par contre, là... 78, qu'est-ce qu'il a eu? Un tube, pour une fois dans sa vie. Sex and Son, tube disco, dont il a un peu honte, parce qu'il dit, je fais un peu comme... C'est vraiment chanson de plage. C'est vraiment la chanson de plage. Il a l'impression d'être comme toutes ces icônes yéyé, comme Sheila avec Spacer, ou Claude François avec Alexandre et Alexandra, à faire du disco pour être à la mode, et il se dit, non, mais je veux faire autre chose, je veux faire quelque chose de révolutionnaire, et il décide sur les conseils de son manager de partir pour Kingston en Jamaïque pour enregistrer avec des musiciens jamaïcains, notamment Sly and Robbie, mythique, les musiciens de Bob Marley. Et ils ont enregistré tout un album, et sur lequel la pierre angulaire, ça va être Aux armes, etc., qui va donner le titre à l'album, et qui va être une relecture littérale de la Marseillaise de Rouget de Lisle, qu'il avait composée en 1792. Et Gainsbourg, il est dans un état d'esprit où il veut redonner ses vertus révolutionnaires à un chant qui jusqu'ici était un peu... à la fin du 19e siècle, c'était plutôt un chant de gauche, et puis dans les années 30, c'était plutôt quelque chose d'un peu cocardier, et il veut vraiment la débarrasser de tous ses oripeaux idéologiques pour lui redonner un peu ses vertus universelles, révolutionnaires. Il y a un peu de provoque, évidemment, il y a toujours un peu de provoque chez Gainsbourg, mais je crois qu'il était sincère. Et pour ce petit juif qui a eu l'étoile jaune pendant la guerre, Lucien Ginsburg, pour lui, c'était une manière de prendre sa
revanche sur l'histoire. Et oui, et un torrent de haine s'est abattu sur lui, c'est incroyable. La polémique a éclaté dans le Figaro Magazine, c'était le 1er juin 1979, soit 3 mois donc après la commercialisation du 45 tours. Que raconte le journaliste Michel Droit dans cette tribune ? Il va lancer les hostilités et vous avez bien tout à fait raison de rappeler que la tribune du Figaro Magazine apparaît 3 mois après la chanson. Pendant 3 mois, il ne s'est rien passé. Ce qui veut dire certainement que la polémique, elle vient pas de la chanson de Gainsbourg, mais bien de la tribune de Michel Droit. Et donc le Figaro Magazine, c'est pas le Figaro Magazine qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt, c'était à l'époque, c'était un peu le temple de la nouvelle droite. Louis Pauwels dirigeait. Voilà, avec des figures comme Alain de Benoît, voilà. Et ça correspond. Michel Droit va faire une diatribe, une sorte d'article, de biais polémique, qui lui ressemble pas vraiment, parce que Michel Droit, c'était l'interlocuteur privilégié du Charles de Gaulle. Dans longtemps, quelqu'un d'assez mesuré. Oui, là, il s'est énervé, là. Il s'est énervé. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit œil chassieux, barbe de 3 jours, lippe dégoulinante, blouson savamment avachi, main au fond des poches. Bref, plus attentivement délabré, plus minutieusement débraillé, plus définitivement crado que jamais. Voilà. Et il va accuser carrément Gainsbourg aussi de faire le jeu de l'antisémitisme en disant que... C'est très très limite, hein, son... Ah non, mais il l'accuse de tourner la Marseillaise en dérision pour en tirer commercialement profit. Voilà. Donc, vieille rengaine anti-juive. Gainsbourg a été très blessé par cette tribune. Il dira à propos de ce journaliste, justement, il m'a remis l'étoile jaune une 2e fois. Oui, mais il a été profondément blessé. Même si... on ne peut pas se mettre dans la tête de Gainsbourg. Il y a toujours, comme je disais tout à l'heure, une part de provoque. Après, qu'est-ce qui est provocateur ? C'est pas le premier à avoir remis la Marseillaise au goût du jour. Il y a des gens comme Django Reinhardt qui l'avaient interprété à la guitare. Tout à fait. Vous vous rappelez de cette polémique en 74 quand Valéry Giscard d'Estaing avait voulu ralentir un petit peu le rythme. Bon, déjà, on avait crié, mais... la Marseillaise, c'est un hymne national, mais qu'on peut tout à fait réadapter. Et Frédéric, rappelez, parce que c'est très amusant, parce qu'on lui dit pourquoi tu as mis etc. Etc. C'est amusant, ça. Ça fait un peu partie de la provoque. C'est-à-dire que ça correspond à cette image de Gainsbourg un peu nonchalant. Parce qu'en fait, quand il écrivait, au lieu d'écrire ad lib, au lieu de toujours les paroles, il écrivait les couplets, et puis au moment du refrain, il mettait aux armes, etc. Et ça donne cette impression que finalement, aux armes, et puis j'ai un peu la flemme de raconter la suite. Juste un mot, je ne sais pas si vous le savez, mais peut-être, vous savez que dans les livres, des manuels, certains manuels d'histoire, c'est écrit aux armes, etc. Ah, je ne savais pas ça. Absolument. C'est-à-dire, c'est pas Gainsbourg qui l'a inventé, ça. C'est-à-dire que dans certains manuels d'histoire, vous aviez, parce que le type voulait pas répéter, donc il disait, voilà, aux armes citoyens, on va pas répéter le refrain 4 fois, et il mettait aux armes, etc. Moi, j'ai un manuel d'histoire où il y a ça. Mais comme quoi, on a accusé Gainsbourg, justement, de nonchalance, alors que finalement, il a juste lu un livre d'histoire. Absolument. Oui. Absolument. En tout cas, à l'époque, Gainsbourg a été inondé de courriers injurieux, surtout parce qu'il avait répondu à la tribune de Droit dans Le Matin, dans une tribune intitulée L'Étoile des Braves. Et à l'époque, il faut le rappeler, c'est que des associations d'anciens combattants et de parachutistes ont mené des actions pour faire interdire les concerts. Notamment, c'était à Strasbourg le 4 janvier 1980. Racontez-nous ce qui s'est passé. Et Gainsbourg a voulu se produire. C'est effectivement dans une période de tension terrible. Hein. C'était une sorte de guerre entre Gainsbourg et les éditorialistes. C'est à l'époque où il disait on n'a pas le con d'être aussi droit. C'était ça sa formule. Et face quand il a dû se produire à Strasbourg avec ses musiciens jamaïcains, il a été empêché par une association de paramilitaires. Et Jane Birkin, dans les coulisses, lui a dit écoute, laisse tomber, ça sert à rien. Voilà. Et de rage, il est monté sur scène dans son habit un peu comme un treillis, un peu son habit militaire à lui, il a levé le bras et puis il a chanté sa Marseillaise, donc débarrassé des arrangements. Il a chanté la Marseillaise, tout à capot, a cappella, exactement. Et puis, étonnamment, les paras qui étaient présents dans la salle se sont mis à l'entonner aussi, parce qu'ils étaient un peu obligés. Mais là, le concert n'a pas pu se faire. Et puis, après, l'histoire a continué, c'est-à-dire qu'il a voulu montrer qu'il était vraiment un patriote. C'était un patriote, hein, Jane Birkin le dit très bien d'ailleurs,
et il a racheté un des exemplaires du manuscrit de Rouget de Lille. Mais je dirais que... Mais ça a créé à nouveau des tensions. Vous citez que Dominique Janet, effectivement, Janet, à ce propos, dans le Quotidien de Paris, a dit « Comment se fait-il qu'aucun patriote n'ait trouvé au fond de ses poches 135 000 francs pour empêcher un rasta de mettre ses sales pattes sur la Marseillaise ?» C'est quand même... C'est dur, non, mais c'est dur. Ouais. Quand on lit ça, on est étonné. On a l'impression qu'on est en 33, hein, 34. C'est incroyable. Et alors qu'on est en 79. Ouais. Et Gainsbourg. Alors, Michel Droit va entre la polémique et cet épisode, il va entrer à l'Académie française, donc il va éviter de remettre son nez là-dedans. Mais effectivement, Dominique Janet reprend le flambeau. C'est pas à son honneur, ça. Mais Gainsbourg va être blessé. Et je suis persuadé que l'évolution suivante de Gainsbourg, c'est-à-dire que l'esthète un peu germano-pratin, le dandy à mocassin, va se transformer finalement en Gainsbourg, et en de provoquer, il est devenu provocateur. Et la provocation, qui n'était qu'une facette de sa personnalité, a pris le dessus. Et je crois que cette affaire, finalement, elle a. Oui, c'était quand il disait Gainsbourg se bourre, Gainsbourg se barre. Mais est-ce que vraiment, alors justement, j'ai vu ce que vous dites, mais au fond, Gainsbourg n'a pas fait que ça après, parce que vous présentez, est-ce que ça a été vraiment une rupture? Mais je vous pose la question, parce que est-ce qu'il n'a été que, je veux dire, provocateur après ça? Alors c'est vrai que ça a accentué le fait, mais est-ce qu'il n'était pas déjà, peut-être la santé, la maladie n'a pas joué? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça a marqué une rupture. Il y a quelques belles choses sur l'album suivant, sur les Nouvelles des Étoiles, là, notamment... La Nostalgie Camarade, les albums suivants pour moi qui sont pratiquement des albums de rap, je trouve qu'ils s'aventurent sur un terrain qui est pas très bon. Voilà, Love on the Beat, pour moi, passer de Je t'aime moi non plus à Love on the Beat, c'est pas bien. Et pour moi, voilà, je crois que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que dans les best-of télé, on rappelle essentiellement ça. On rappelle l'histoire de la Marseillaise et on met cette histoire de la Marseillaise à côté de choses pas très glorieuses, c'est-à-dire les billets de 500 francs brûlés ou alors à la provoque à Whitney Houston chez Drucker. Là, vous avez tout à fait raison, c'est vrai, on entend beaucoup moins les Ronsard 58, les Black Baudelaire, magnifiques, etc. Toutes les merveilles des années 68, et puis, 70, effectivement, et c'est dommage. Et je crois que ce changement de paradigme, Gainsbourg a pris le dessus, sans doute parce qu'il s'est senti meurtri et provoqué. Ça a joué, oui. Alors écoutons à présent cette chanson sublime qui symbolise la naissance du charity business. Elle est sortie en 1984. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We are the world. J'adore. Pretending day by day that somewhere will soon make a change. Frédéric Granier, cette chanson a été coécrite par Michael Jackson et Lionel Richie, c'est ça? Oui. Ouais. C'était une chanson qui a été coécrite fin 84, qui est sortie 85, début 85, et qui marque la naissance de ce business humanitaire. Jusque-là, le rock, il y avait assez peu de manifestations caritatives qui étaient organisées dans le monde du rock. Il y avait eu ce concert pour le Bangladesh en 71 qui avait été mis en scène par George Harrison. Il y avait Dylan, Ringo Starr. Mais là, on passe vraiment à un cran supérieur. À l'époque, on est en 83-84. Il y a une famine terrible qui touche l'Éthiopie, dans un pays qui est qui en est 10 ans après la mort d'Haïlé Sélassié, et il va y avoir des déplacements de population, il va y avoir des récoltes catastrophiques, et tout d'un coup à la BBC on va avoir
c'est des images de ces enfants en train de mourir, de ces hommes et femmes en train de mourir, et ça va créer une émotion. En Angleterre, il va y avoir une chanson, puisque Bob Geldof, qui était l'initiateur du Band Aid, va faire cette chanson, et aux États-Unis, ça va donner des idées à Harry Belafonte, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, et qui va se dire, pourquoi on ne ferait pas la même chose aux États-Unis? Alors d'abord, il pense faire chanter ça par des artistes afro-américains, et puis il se dit, non, finalement, ma famille, elle nous touche tous. Ouais, c'est l'universalisme, c'est normal. Et il va appeler son copain Quincy Jones, qui a produit les deux albums de Michael Jackson. Avec le succès qu'on sait. Ah oui. Voilà, des deux disques assez obscurs, qui ont vendu quelques exemplaires. Thriller et Off the Wall. Et il se dit, vous faites équipe avec Lionel Richie pour composer un hymne. Michael Jackson va finalement sans doute composer la chanson largement dans son coin et arriver avec une démo, avec cette chanson, cette ballade qui évoque, c'est par exemple Human Nature sur Thriller, et qui est une sorte de chanson de réconfort qui est là pour montrer que nous sommes un monde, nous sommes unis. Exactement. Et l'autre coup de génie de Quincy Jones, c'est que début 1985, il va y avoir une grande cérémonie, les American Music Awards, qui va être organisée. Pardon, c'est lui qui a réuni Qui a réuni c'est Quincy. Incroyable. C'est Quincy Jones, c'est-à-dire à l'occasion de ces American Music Awards, où Lionel Richie, Michael Jackson, Prince vont être en compétition pour le disque de l'année. Il va y avoir tout le gratin de la pop et du rock. Il va y en profiter pour dire, voilà, distribuez des cartons, mettez votre ego à la porte, venez me voir dans les studios d'Hollywood, et pendant toute une nuit, on va chanter cet hymne qui va être destiné à sauver l'Éthiopie, sauver l'Afrique de l'Est. Quel casting incroyable. Mais le casting est incroyable. Il y avait Bob Dylan, Tina Turner, Diana Ross, Ray Charles, Stevie Wonder, Billy Joel. En revanche, il n'y avait ni Prince ni Madonna, ce qui est quand même étonnant. Et leur présence leur absence a été vraiment remarquée. Madonna, c'est étonnant parce que c'est vraiment. Il y a Cyndi Lauper qui est un peu son succès d'année, on va dire, à l'époque. Ouais. Mais Madonna, son absence est étonnante. Et Prince. On saura des années plus tard pourquoi. Alors lui donnait cette explication comme quoi il n'a pas pu y aller, pourtant il était à Los Angeles à l'époque, il n'a pas pu y aller parce qu'il y avait eu un problème avec ses gardes du corps. Il se rattrapera en composant une chanson pour le 33 tours, mais il n'est pas sûr, effectivement, sur le 45 tours. Enfin, il y a déjà tellement de monde. Oui, on parle de rivalité entre lui et Jackson à l'époque, c'est ça. C'est sans doute vrai, et surtout, quand sa guitariste sortira sa biographie 25 ans plus tard, elle avouera que Prince n'avait pas voulu se rendre ce soir-là dans les studios, parce qu'il ne voulait pas chanter cette chanson pourrie parmi ses enfoirés. Carrément. En tout cas, grâce à ce hit, plus de 63 millions de dollars ont été récoltés. Alors à l'époque, Reagan a soutenu cette lutte contre la famine en Afrique, mais sous condition. Vous le rappelez dans votre livre, c'est très intéressant. Racontez-nous. Oui. C'est-à-dire que on est en pleine phase du réaganisme triomphant. Et pour Reagan. Montrer, parce que le régime en Éthiopie, c'est un régime rouge, c'est Mengistu qui tient les rênes 10 ans après Sélassié, et qui c'est une dictature qui est soutenue, un peu une dictature rouge, mais soutenue un peu du bout des lèvres par les soviétiques. Et pour Reagan, c'est tout bénef de montrer finalement que les États-Unis sont là pour aider un régime qui est incapable de gérer ses affaires intérieures. Est-ce que juste parce que nous arrivons en fin pas de l'émission, heureusement, mais du module, est-ce que ça a été immédiatement un succès mondial? Immédiatement. Parce que CBS a fait parce que ça a été matraqué, et c'est l'ère du matraquage. C'est-à-dire il y a moins de canaux de diffusion. Et puis, comment dire, c'était aussi la naissance, c'était un peu inédit comme exercice. Et acheter un 45 tours ou diffuser une chanson, c'est bien, c'est un acte généreux. C'est aussi une manière de s'acheter une bonne conscience à peu de frais, si vous voulez. Et donc, quand on achetait ce 45 tours, on participait à voilà. Mais voilà, je veux pas non plus être trop cynique. Non, et cette chanson va quand même ouvrir la voie.
à des chansons bientôt, quand je pense à Sun City contre l'apartheid un an plus tard, où il va y avoir des chansons sur Graceland aussi, voilà, ou contre des chansons contre le sida, et puis ça a ouvert la voie aux chansons grandes causes. Voilà. Quoi. Le problème, c'est qu'il y a certains artistes qui vont plonger là-dedans et devenir oublier qu'ils sont avant tout des chanteurs de rock et qui vont s'inventer une sorte de posture un peu christique. Je pense à Michael Jackson avec les chansons dans les années 90, Earth Song ou Heal the World, où on a l'impression que c'est l'avènement du Messie. Ou Bono, par exemple. Hein. C'est vrai, non, et Bono, lui, est devenu complètement là-dedans, oui. Mais c'est dommage, juste un mot, parce que vous avez vu, vous avez sûrement dû voir les chansons de la répétition de ce que devait faire Jackson avant de mourir, quoi. Et là, il revenait aux origines. Il y avait un côté back to the roots, enfin, plus ou moins, mais assez fort. Je pense que c'est un des grands regrets de l'histoire du rock. C'est troublant de savoir que finalement, il semblait si frêle et en même temps si dynamique à la fois. On ne saura jamais. Ah oui. Alors les artistes effectivement, mais les politiques aussi ont profité certains d'un phénomène musical pour se faire élire et diriger un pays. C'est le cas d'un grand politique international. On va en parler dans un instant. On vous dira lequel. À tout de suite. Ce hit emblématique du groupe Oasis a contribué à réinstaller les travaillistes au pouvoir en Angleterre en 1997. Frédéric Granier. Alors, quelle a été la stratégie des conseillers de Tony Blair pour y parvenir? Parce que, quand même, l'exercice était périlleux, on peut dire, non? Effectivement, ça a toujours été dans l'histoire, c'est un peu, on le voit encore parmi nos dirigeants, cette volonté de s'associer à des artistes à la mode pour pouvoir se faire élire. Je pense à Wilson en 64 avec les Beatles, qui pourtant avait juré de pas faire de politique, mais il a réussi à faire sa petite photo. Tony Blair va être très très malin au début des années 90. Il faut se souvenir, dans le début des années 90, l'Angleterre s'ennuie, pour paraphraser Le Monde. C'est-à-dire que on entend à la radio que des chansons américaines, tout ça. On a l'impression que la culture anglaise est un peu mise de côté. Et puis tout d'un coup, il va avoir ce qu'on appelle la Britpop. C'est-à-dire que c'est un courant musical où tout d'un coup, on va rassembler des artistes anglais autour de la bannière de l'Union Jack. Et il va y avoir Blur, il va y avoir Pulp, et il va y avoir le premier de ces groupes qui est Oasis. Et qui, en 95, va sortir son second album est porté par cette chanson Wonderwall, qui est une sorte de ballade de réconfort qui évoque un peu d'ailleurs ce que pouvaient produire les Beatles au milieu des années 60, donc une sorte de tube qui est tout à fait calibré pour les radios. À l'époque, donc c'est un groupe qui est incarné par les frères Gallagher, qui se castagnent, qui s'envoient des invectives par médias interposés. On suit leur épopée un peu comme on suivrait un soap opéra. Et l'essor d'Oasis, ça correspond à une sorte de renouveau de la culture anglaise. Vous vous souvenez, c'est l'époque de The Full Monty au cinéma, c'est l'époque oui, c'est-à-dire qu'il y avait eu toute l'époque punk, Sex Pistols, enfin Malcolm McLaren, Vivienne Westwood et compagnie, et puis ça avait sombré, et puis là... Voilà, alors justement, Tony Blair, en quoi a-t-il été malin? Comment ses conseillers ont fait pour l'approcher? C'était un musicien, Tony Blair, C'était un musicien. Il jouait de la guitare dans un groupe amateur quand il était jeune, d'ailleurs. Mais il en a joué, là, avec dans sa campagne. Un journaliste qui deviendra plus tard le rédacteur en chef du magazine Q. Il en a joué. Surtout, il est malin. C'est-à-dire que face à lui, qu'est-ce qu'il a? Déjà, quand on arrive en 97, donc en 95, ça fait 16 ans que le thatchérisme est au pouvoir. Alors Thatcher est parti au début de la décennie, mais elle a été remplacée par John Major, qui est pas le plus charismatique des dirigeants. D'ailleurs, on se moque de lui tous les soirs dans Spitting Image, l'équivalent des Guignols de l'info, en disant que c'est un grey man, il est complètement gris. Elle est littéralement grisâtre. Et Tony Blair sait pertinemment que s'il veut gagner les élections, il faut se mettre la jeunesse dans sa poche. Qu'est-ce qu'il va faire? Sous les conseils de ses spin doctors, c'est qu'il va répéter à l'envi dans les interviews que effectivement il avait son petit groupe de rock, que il adore Oasis. Pourquoi Oasis? Parce que c'est le groupe le plus successful du moment. Et puis il prend bien soin de citer une chanson un peu obscure d'Oasis pour montrer qu'il s'est pas contenté du tube, etc. Et à cette époque, Wonderwall, quand ça sort en single fin 95,
ça balaye tout sur son passage. C'est-à-dire que c'est un moment important où un tube britannique va avoir du succès, pas seulement en Angleterre, mais en Europe et outre-Atlantique, et que ça va faire espérer à toute l'industrie musicale une sorte de nouvelle invasion britannique, comme on avait pu avoir au début des années 60 avec les Beatles, les Stones, les Kings, les Animals et compagnie. Oui. En tout cas, le 1er mai 1997, Tony Blair remportera les élections, mais l'état de grâce, vous le racontez, ne va pas durer. Oui, André Berkoff, avant de rendre l'antenne, j'aimerais que l'on dise un mot sur le festival de correspondance qui aura lieu à Grignan du 4 au 8 juillet. Cette année, c'est la 27e édition sur le thème Lettres d'amour et de haine, et au programme donc différents spectacles, André. Oui, d'ailleurs, ils auraient pu franchement intituler et rendre hommage à Gainsbourg en disant « Je t'aime, moi non plus ». Ça aurait été plus fort. Enfin, très très bien, Grignan, si vous êtes dans les parages, et même si vous n'êtes pas dans les parages, allez-y, du 4 au 8 juillet. Correspondance d'Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry, avec Antoine Duléry de Pario, énormément de comédiens, mais je cite juste les correspondances: Napoléon et Joséphine, Catherine et Alain Robbe-Grillet, Cocteau Amaré, Franz Kafka, Milena Jesenska, et la haine est-elle vraiment le contraire de l'amour? Vaste question philosophique. Mais j'aurais une dernière question à poser, justement, avant qu'on rende l'antenne à Frédéric Granier. Au fond, les chansons, c'est vraiment, je dirais, c'est peut-être plus important que la politique, en tout cas pour les gens. Écoutez, Lennon, quand j'ai écrit une biographie des Beatles il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, j'avais une citation de Lennon qui disait j'ai fait beaucoup plus pour mettre fin à la guerre du Vietnam que tous les diplomates du Congrès de Paris en 73. J'ai trouvé ça ridicule, parce que bon, c'est pas le plus humble des musiciens. Oui. Et en même temps, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Est-ce qu'il reste Imagine? Est-ce que finalement, dans la psyché collective, les figures de Kissinger, de Leducto sont pas en train de disparaître? Finalement, est-ce que voilà, peut-être qu'une bonne chanson, ça vaut tous les grands discours. En fait, c'est pas tout fini par des chansons, tout commence par des chansons. Exactement, Frédéric Granier, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Imagine, 12 chansons qui ont fait l'histoire est paru aux éditions Perrin, de même que votre biographie sur les Beatles qui vient d'être rééditée dans la collection Tempus. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouverez Brigitte Lai.